Quand vous voyez l'homme qui a juré de vous aimer supplier à genoux sous la pluie, frappant au portail de sa propre maison comme un étranger désespéré, vous découvrez de quoi vous êtes vraiment faite. J'ai découvert que je suis faite de glace. De la glace bretonne, du genre qui ne fond ni avec les larmes, ni avec les cris, ni avec les 78 appels manqués qui ont fait vibrer mon téléphone sans interruption cette nuit de novembre à Nantes. Je n'ai répondu à aucun. Je suis restée assise dans le fauteuil en velours bordeaux du salon, observant à travers les caméras de sécurité pendant que Théoden se noyait dans son propre mensonge. Et j'ai bu mon muscadet comme si je regardais un mauvais film dont je connaissais déjà la fin. Je m'appelle Sibylle de Kermadio. J'ai 50 ans, et pendant 22 ans, j'ai cru être aimée. Je dirigeais un empire naval hérité de 4 générations. Je signais des contrats qui brassaient des millions d'euros. Je négociais avec des armateurs chinois et des ministres français, mais je n'ai jamais su négocier le prix de ma propre dignité. Théoden Molévrier, mon mari, était le visage public de l'entreprise. Charmant, aristocratique, avec ce nom de famille qui ouvrait les portes à Paris et Bordeaux. Mais j'étais le cerveau, le sang, l'argent. Et il le savait. Il l'a toujours su. Je n'imaginais simplement pas qu'un jour, il vendrait tout ce que j'avais construit pour payer des dettes de jeu et des spéculations immobilières ratées. Tout a commencé 6 heures plus tôt, alors que je finissais de me préparer pour le bal annuel de l'industrie navale. J'étais dans la chambre, attachant mes cheveux en chignon bas, portant le même Chanel noir que j'avais mis aux funérailles de mon père. L'ironie ne m'a pas échappé. Le téléphone a vibré. Message de Théoden. Je l'ai ouvert. Je l'ai lu. Et pour la première fois en plus de 2 décennies, j'ai senti quelque chose s'effondrer en moi et, en même temps, se reconstruire avec une fermeté effrayante. Tu n'es pas une priorité pour moi. Je vais arriver tard. Ne m'appelle pas. Je conclus l'affaire de ma vie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai simplement compris. Il n'était à aucune réunion d'affaires. Il vendait les secrets commerciaux de ma famille pour combler le trou qu'il avait creusé seul. Je connaissais les dettes depuis des mois. J'avais engagé un détective privé en août, un ancien policier discret qui m'apportait des rapports hebdomadaires sur les casinos de la Baule, les rencontres nocturnes avec des usuriers, les virements suspects vers des comptes aux îles Caïmans. J'avais tout gardé. J'avais attendu. Parce que les femmes comme moi ne réagissent pas, elles planifient. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai repris mon téléphone et j'ai tapé avec le même calme que lorsque je signais des contrats d'exportation. Alors, je ne suis plus ta femme, ne rentre pas. J'ai envoyé et j'ai commencé la guerre. J'ai ouvert l'application de domotique de la demeure, le protocole Citadel, comme l'appelait mon père. Un système de sécurité qu'il avait installé dans les années 90 et que j'avais entièrement modernisé en 2020. En 3 touches, toutes les données biométriques de Théoden ont été effacées. Portail, porte, coffre, garage, tout verrouillé. Il n'était plus propriétaire de rien ici. J'ai accédé à la banque. J'ai gelé les comptes joints. J'ai appelé notre avocat de famille, Henri Deschamps, et en 15 minutes, j'ai réussi à bloquer le passeport diplomatique de Théoden grâce à un contact au ministère de l'Intérieur. Des faveurs politiques que ma famille avait accumulées au fil des décennies servaient enfin à quelque chose d'utile. 10 minutes plus tard, le téléphone a explosé. Des appels, des dizaines. Je regardais l'écran s'allumer et s'éteindre. S'allumer et s'éteindre, comme un cœur électronique désespéré. Je les ai tous ignorés. J'ai pris mon verre de vin, j'ai marché jusqu'à la salle de contrôle adjacente au bureau de mon père et j'ai allumé les caméras extérieures. C'est alors que j'ai vu. Théoden se tenait debout sur le trottoir devant le portail principal, trempé par la pluie fine qui tombait depuis le début de la soirée. Il tenait son téléphone à 2 mains, composant frénétiquement. Mais il n'était pas seul. À l'intérieur d'une Mercedes noire garée à quelques mètres, un homme observait. J'ai reconnu le visage grâce aux photos du détective. Lazare Vanneau, usurier, collectionneur d'art volé. Le genre d'homme qui n'accepte pas non comme réponse. Théoden a essayé le portail. Il a tapé le code. Rien. Il a posé son empreinte sur le capteur biométrique. Accès refusé. Il a commencé à crier mon nom. J'ai augmenté le volume des caméras juste pour mieux entendre. Il suppliait,
hurlait que j'étais folle, qu'il devait entrer, que c'était urgent. Mais la seule chose urgente là-bas, c'était sa peur. Et je voulais qu'il la ressente jusqu'à la dernière seconde. Au 79e appel, j'ai décroché. Silence. Respiration haletante de l'autre côté. Puis la voix de Théoden, brisée, presque méconnaissable. « Sibylle, pour l'amour de Dieu, laisse-moi entrer. Je vais mourir. Il va me tuer. » J'ai bu une gorgée de vin. J'ai laissé le silence peser. Tu as dit que je n'étais pas une priorité. J'étais nerveux. Je ne voulais pas dire. Tu as dit que tu concluais l'affaire de ta vie. Tu as réussi? Il a étouffé. Je pouvais presque sentir le désespoir traverser la ligne. Sibylle, écoute. Le ledger, le disque avec les codes des navires, il est dans le coffre. J'en ai besoin. Maintenant. Si je ne le livre pas, Lazare ne me laissera pas sortir vivant de cette rue. Alors c'était ça. Il avait promis de livrer des informations confidentielles de Kermadio Naval en échange du pardon des dettes. Données de route, mots de passe d'accès, contrats secrets. Tout dans le ledger numérique qui se trouvait dans le coffre principal du bureau. Le problème, c'est que sa biométrie ne fonctionnait plus. Et j'étais la seule personne au monde qui pouvait ouvrir cette porte maintenant. Tu as vendu mon entreprise, Théoden. Tu as vendu le travail de 4 générations de ma famille pour payer un pari perdu. Je vais tout rembourser. Je te jure, Sibylle, J'ai raccroché. Il a rappelé. J'ai raccroché. Encore. 112 appels sur 40 minutes. J'ai tout regardé par les caméras. J'ai vu quand il a essayé d'escalader le portail et est tombé sur le dos sur le trottoir mouillé. J'ai vu quand Lazare est sorti de la voiture, a allumé une cigarette et a dit quelque chose qui a fait reculer Théoden. J'ai vu quand mon mari, désespéré, a couru vers l'arrière de la propriété et a commencé à forcer les fenêtres du sous-sol. J'aurais pu appeler la police. J'aurais pu activer l'alarme. Mais je n'ai rien fait de tout cela. Je voulais voir jusqu'où il irait, jusqu'où l'homme qui avait dormi à mes côtés pendant 22 ans était prêt à aller pour sauver sa peau. Et il est allé loin. Théoden a réussi à fracturer la fenêtre du sous-sol à 22h18. J'ai entendu le verre se briser par les haut-parleurs. Je l'ai vu entrer, monter les escaliers, courir dans le couloir comme un voleur dans sa propre maison. Il savait où se trouvait le coffre de secours, l'analogique, l'ancien, que mon père utilisait avant l'ère numérique. Il a fracturé la serrure avec un pied de biche pris dans le garage. Il a trouvé le ledger. Un petit disque dur crypté de la taille d'un paquet de cartes. Il a souri. Il a vraiment souri, comme s'il avait gagné. Il est sorti en courant. Il est retourné dans la rue. Il est monté dans la voiture de Lazare. Et ils ont disparu dans le brouillard en direction du port. J'ai fini mon vin, j'ai pris mon téléphone et j'ai attendu. Parce que Théoden n'a jamais compris une chose. J'avais toujours 3 coups d'avance. Le ledger qu'il avait volé ne contenait rien d'autre qu'un piège. Je connaissais les dettes depuis août. Je connaissais le plan depuis octobre. Et j'avais préparé ce disque spécialement pour cette nuit. À l'intérieur, un malware silencieux programmé pour s'activer au moment où il serait connecté à n'importe quel appareil externe. Non seulement il effacerait les données, il enverrait la localisation exacte, les enregistrements de communication et un dossier complet sur le blanchiment d'argent de Lazare et les fraudes fiscales de Théoden directement à Interpol. À 23h04, les sirènes ont commencé. Je suis montée au balcon du 2e étage, d'où l'on voit la Loire et, au loin, les docks industriels du port. Des lumières bleues clignotaient dans l'obscurité pluvieuse. Beaucoup de lumière. J'ai vu les voitures de police encercler l'entrepôt où Lazare avait l'habitude de faire ses affaires. J'ai entendu, même à distance, le son étouffé de cris. Théoden a été arrêté en hurlant mon nom. Je l'ai su parce que Henri m'a appelé une demi-heure plus tard, m'informant qu'Interpol demandait ma présence comme témoin. J'ai dit que j'irais le lendemain matin. J'ai raccroché. Et je suis restée là, immobile, regardant la pluie tomber sur la ville que ma famille avait aidé à construire. Vous savez, il y a des moments dans la vie où nous devons choisir entre être aimé ou être respecté. Pendant des années, j'ai choisi d'être aimé. J'ai pardonné de petites trahisons, ignoré les mensonges, fait semblant de ne pas voir les comptes qui ne correspondaient pas, parce que je voulais croire que l'amour était plus fort que tout.
Mais cette nuit-là, regardant les lumières de la police se refléter dans les nuages bas, j'ai compris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est juste de la dépendance déguisée en romance. Si vous m'écoutez maintenant, d'où que vous soyez, je veux que vous sachiez une chose. Il n'est jamais trop tard pour verrouiller la porte. Il n'est jamais trop tard pour dire « ne rentre pas ». Parce que la vraie force n'est pas dans le fait d'endurer les tempêtes. Elle est dans le fait de savoir quand arrêter de danser sous la pluie et rentrer chez soi. Et si mon histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez ressenti un serrement dans la poitrine ou reconnu quelque chose en vous, laissez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires d'où vous me regardez. Je veux savoir que je ne suis pas seule dans tout ça. Et abonnez-vous à la chaîne, parce que j'ai encore beaucoup à raconter. Il y a encore beaucoup de portes à verrouiller, beaucoup de vérités à dire. Mais que s'est-il passé après cette nuit? Comment Théoden a-t-il réagi quand il a découvert que je l'avais trahi avant même qu'il ne me trahisse? Et qu'a fait Lazare quand il a réalisé qu'il n'était pas le seul prédateur dans cette histoire? Restez avec moi. Parce que ce qui vient maintenant va vous montrer que, parfois, la vengeance la plus douce est celle servie avec un sourire poli et un procès judiciaire impeccable. 3 jours après l'arrestation de Théoden au dock, je me suis retrouvée assise dans le bureau glacial de la juge d'instruction, Madame Clotilde Garnier, au palais de justice de Nantes. Les murs étaient recouverts de boiseries sombres qui sentaient l'encaustique et le secret. Dehors, le ciel de novembre restait gris, uniforme, comme s'il refusait de prendre parti. J'avais choisi un tailleur anthracite de chez Dior, sobre mais irréprochable. Pas de bijoux, pas de maquillage excessif, juste moi, Sibylle de Kermadio, face à la machine judiciaire française. Madame Garnier me regarda par-dessus ses lunettes en demi-lune. Elle avait ce regard que développent les magistrats après 20 ans de mensonges et de plaidoiries. Un regard qui voit à travers les apparences, qui cherche la faille, le non-dit. Madame de Kermadio, vous comprenez que votre témoignage est capital dans cette affaire. Votre mari est accusé de trahison commerciale, complicité de blanchiment d'argent et tentative de vol de données sensibles. Les preuves que vous avez fournies à l'Interpol sont remarquablement complètes. Je hochai la tête. Elle continua, les doigts croisés sur un dossier épais. Trop complète même. Ce qui m'amène à vous poser une question délicate. Depuis combien de temps saviez-vous que votre époux préparait ce transfert illégal? Le silence tomba comme une pierre dans un puits. J'aurais pu mentir. J'aurais pu jouer la femme trahie, la victime innocente. Mais je ne l'ai pas fait, parce que les femmes de ma famille n'ont jamais été des victimes. Nous sommes des stratèges. Depuis août, Madame la juge. Son sourcil se leva imperceptiblement. Août, soit 3 mois avant les faits. Et vous n'avez rien dit? J'ai préféré agir. Agir comment, exactement? Je sortis de mon sac un second dossier, plus fin, que je posais sur le bureau. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des relevés bancaires, des enregistrements téléphoniques, des photos de surveillance. Tout ce que mon enquêteur privé avait collecté pendant des mois. Théoden aux tables de poker de la Baule. Théoden signant des contrats de location pour des appartements à Paris qu'il n'a jamais occupés. Théoden rencontrant Lazare Vanneau dans des cafés discrets de Saint-Nazaire. J'ai documenté chaque mouvement. J'ai sécurisé les actifs de l'entreprise. J'ai isolé les comptes compromis. Et j'ai préparé le piège dans lequel il est tombé. Madame Garnier referma le dossier lentement. Elle me fixa avec une intensité nouvelle, pas hostile, juste, impressionnée. Vous l'avez piégé. Je l'ai arrêté. Et si je vous disais que ce que vous avez fait pourrait être interprété comme manipulation de preuves, que vous avez orchestré une situation pour coincer votre mari? Je soutins son regard sans ciller. Alors je vous répondrai que j'ai protégé 4 générations de travail contre un homme qui allait tout vendre pour effacer ses dettes de jeu. Je vous répondrai que si j'avais simplement alerté la police en août, Théoden aurait nié, effacé les traces et trouvé un autre acheteur. Je l'ai laissé aller jusqu'au bout pour que les preuves soient irréfutables. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil, croisant les bras. Vous êtes une femme redoutable, Madame de Kermadio. Je suis une femme qui refuse de perdre ce qu'elle a construit. Le silence retomba. Puis, elle reprit, plus doucement cette fois. Votre mari demande à vous voir.
Il dit qu'il veut s'expliquer, qu'il a des choses à vous dire. Mon cœur se serra. Pas de tristesse, juste une contraction réflexe, comme un muscle qui se souvient d'une ancienne blessure. Je ne veux pas le voir. Vous en êtes certaine ? Absolument. Madame Garnier nota quelque chose sur son carnet, puis referma le dossier principal. Très bien, l'instruction va suivre son cours. Lazare Vanneau a été placé en détention provisoire. Votre mari également. Le procès aura probablement lieu au printemps. Vous serez convoqué comme témoin. Je me levai, ajustai mon sac sur mon épaule. Merci, madame la juge. Madame de Kermadio. Je me retournai. Oui ? Elle me regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de la compassion. Prenez soin de vous. Ce genre de bataille laisse des traces, même quand on gagne. Je souris. Un sourire triste, un peu amer. Je sais. En sortant du palais de justice, je marchais le long des quais de la Loire. La pluie avait cessé, mais le vent restait froid, mordant. Les passants se pressaient, emmitouflés dans leurs manteaux, indifférents à la femme de 50 ans qui venait de sceller le destin de son mari. Je m'arrêtais devant le château des Ducs de Bretagne, cette forteresse médiévale qui a résisté à tant de sièges, tant de trahisons. Ma famille avait participé à sa restauration dans les années 70. Mon grand-père disait toujours « Les châteaux ne tombent jamais par les murs, ils tombent par les portes qu'on laisse ouvertes. » Je n'avais pas laissé la porte ouverte, je l'avais verrouillée, et maintenant je devais vivre avec ce choix. 2 semaines passèrent. Henri Deschamps me tenait informé de l'avancement de l'instruction. Lazare Vanneau avait retourné sa veste, acceptant de témoigner contre Théodène en échange d'une réduction de peine. Les charges s'accumulaient, fraude fiscale, blanchiment, détournement de fonds. Mon mari risquait entre 8 et 12 ans de prison ferme. Puis, un matin de décembre, je reçus une lettre. Pas un email, pas un message. Une vraie lettre, écrite à la main sur du papier épais, avec l'entête de la maison d'arrêt de Nantes. L'écriture de Théodène. Je l'ai regardée longtemps avant de l'ouvrir. Mes mains tremblaient légèrement. Je ne sais pas si c'était de la colère ou de la tristesse. Peut-être les deux. À l'intérieur, 3 pages. Une confession. Sibylle, je sais que tu ne veux pas me voir. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit après ce que j'ai fait. Mais je t'écris quand même, parce qu'il y a des choses que tu dois savoir. Des choses que je n'ai jamais eu le courage de te dire. Tu te souviens du jour où nous nous sommes rencontrés ? C'était au mariage de ta cousine Amélie, à Bordeaux. Tu portais une robe bleue et tu riais avec tes oncles près des vignes. Je suis tombé amoureux de toi instantanément. Pas de ton argent, pas de ton nom, de toi, de ta force, de ton intelligence, de cette façon que tu avais de parler des bateaux comme si c'étaient des êtres vivants. Je t'ai aimé, Sibylle. Vraiment. Mais quelque part en chemin, j'ai perdu pied. Quand ton père est mort et que tu as pris la tête de l'entreprise, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. L'inutilité. Tu n'avais pas besoin de moi. Pour les décisions importantes, pour les contrats, pour les négociations, j'étais juste. Le mari, le figurant. Alors j'ai cherché ailleurs. Pas dans les bras d'une autre femme, non. Dans l'adrénaline, dans le risque, les tables de poker, les investissements hasardeux, les promesses de fortune rapide. Chaque fois que je gagnais, j'avais l'impression d'exister à nouveau. Chaque fois que je perdais, je me disais que la prochaine fois serait la bonne. Lazare est apparu quand j'étais au fond, quand les dettes atteignaient des sommes que je ne pouvais plus cacher. Il m'a offert une solution simple, des informations contre l'effacement. Je savais que c'était mal, je savais que je trahissais tout, mais j'étais tellement désespéré, tellement perdu, que j'ai dit oui. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que tu savais déjà tout, que tu me regardais couler depuis des mois sans intervenir. Ça m'a brisé, Sibylle. Pas la prison, pas les accusations. Savoir que la femme que j'aimais me regardait me détruire sans rien dire. Mais je comprends. Je comprends pourquoi tu as fait ça. Parce que si tu étais intervenu plus tôt, j'aurais nié, j'aurais menti, j'aurais trouvé un moyen de continuer. Tu m'as laissé aller jusqu'au bout pour me forcer à voir la vérité. Et la vérité, c'est que je suis devenu l'homme que je détestais. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande même pas de me répondre.
Je voulais juste que tu saches que, malgré tout ce gâchis, malgré toutes mes erreurs, une partie de moi t'aimera toujours. Et qu'une partie de moi te remercie de m'avoir arrêté avant qu'il soit trop tard. Théoden. Je repliai la lettre. Mes yeux étaient secs, pas de larmes, juste une profonde, profonde fatigue. Parce que c'était ça, le plus dur. Réaliser que l'homme que j'avais aimé avait toujours été là, sous les mensonges, sous les trahisons. Et que peut-être, si j'avais tendu la main plus tôt, si j'avais vraiment parlé, au lieu de surveiller en silence, les choses auraient pu être différentes. Mais on ne refait pas le passé. On vit avec, on apprend, on grandit. Alors qu'allais-je faire de cette lettre? La déchirer? La garder? Et surtout, qu'allais-je faire le jour du procès, quand je devrais témoigner face à lui, dire à voix haute devant des juges et des avocats comment j'avais orchestré sa chute? Parce que oui, je l'avais piégé. Et non, je ne le regrettais pas. Mais quelque chose en moi commençait à se fissurer. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à du remords. Le printemps arriva avec une lenteur insupportable. Les magnolias du jardin des plantes fleurissaient, les terrasses des cafés se remplissaient à nouveau, et Nantes retrouvait cette douceur particulière qui fait oublier les hivers pluvieux. Mais moi, je ne voyais rien de tout ça. J'étais enfermé dans une préparation mentale pour le procès qui allait commencer début avril. Henri Deschamps passait me voir 2 fois par semaine, apportant des dossiers, des stratégies de témoignage, des mises en garde. Il m'expliquait que l'avocat de Théoden, maître Julien Ferrand, un ténor du barreau de Paris, allait essayer de me présenter comme une manipulatrice froide, que j'allais être interrogée sur mes motivations, que le procureur, lui, me verrait comme une alliée, mais que je devais rester prudente. « Sibylle, me dit-il un soir alors que nous étions assis dans le salon de la mansarde, vous devez comprendre une chose, ce procès ne concerne pas seulement Théoden, il concerne aussi vous, votre image, votre réputation. Si le jury vous perçoit comme une femme vindicative, cela pourrait. » Je l'interrompis. « Henri, je m'en fiche de ce que pense le jury. Je dirai la vérité. » Il soupira, ajustant ses lunettes sur son nez fin. « La vérité peut être interprétée de 1000 façons. Vous le savez bien. » Je le savais, mais je refusais de jouer un rôle. J'avais passé 22 ans à jouer celle de l'épouse parfaite. Je ne jouerais plus jamais. La veille du procès, je fis quelque chose d'inattendu. Je retournai au port. Pas aux docks industriels où Théoden avait été arrêté, mais au vieux port de pêche, celui où mon grand-père m'emmenait petite pour regarder les chalutiers rentrer au crépuscule. L'odeur du sel et du poisson frais me ramena 35 ans en arrière. J'avais 15 ans, des nattes dans les cheveux et des rêves plein la tête. Mon grand-père, Erwan de Kermadio, me tenait la main et me racontait comment il avait reconstruit la flotte familiale après la guerre. Comment il avait résisté aux tempêtes, aux crises économiques, aux trahisons. « Sibylle, ma petite, m'avait-il dit un jour, retiens bien ceci. Dans la vie, il y aura toujours des gens qui essaieront de couler ton navire. Certains parce qu'ils sont jaloux, d'autres parce qu'ils sont faibles. Ton travail n'est pas de les haïr, c'est de garder le cap. Garder le cap. J'avais essayé, mais à quel prix? Le lendemain matin, je me présentais au tribunal correctionnel de Nantes, vêtu d'un tailleur bleu marine. La salle d'audience était bondée. Journalistes, curieux, collègues du secteur naval. L'affaire avait fait du bruit. « L'héritière qui piège son mari », titrait le Figaro. « La vengeance glacée de Sibylle de Kermadio », clamait Ouest-France. Je ne lisais plus les journaux. Théoden était assis au banc des accusés, flanqué de maître Ferrand. Il avait maigri, ses cheveux grisonnaient aux tempes. Quand nos regards se croisèrent, je vis quelque chose que je n'attendais pas, de la résignation. Pas de la colère, pas de la haine, juste une acceptation tranquille de son destin. Le procès dura 3 jours. Les témoignages se succédèrent. Lazare Vanneau, coopératif et calculateur. L'enquêteur privé que j'avais engagé, des experts comptables qui décortiquaient les fraudes fiscales, des employés de Kermadio Naval qui attestaient de la dévotion de Théoden envers l'entreprise, avant sa chute. Puis vint mon tour. Je m'assis à la barre, posai mes mains sur mes genoux et regardai le président du tribunal, M. Alain Bourdet,
un homme d'une 60aine d'années au visage sévère mais juste. « Madame de Kermadio, commença-t-il, pouvez-vous nous expliquer, dans vos propres mots, comment vous avez découvert les agissements de votre époux ?» Je racontai tout. Les premières suspicions, l'enquête privée, les preuves accumulées, le piège du Ledger, la nuit de l'arrestation. Je parlais calmement, sans émotion excessive, juste les faits. Puis Maître Ferrand se leva pour me contre-interroger. Il avait cette assurance typique des grands avocats parisiens, une élégance menaçante. « Madame de Kermadio, n'est-il pas vrai que vous avez délibérément laissé votre mari s'enfoncer dans une situation dangereuse sans intervenir ? Oui. N'est-il pas vrai que vous auriez pu alerter les autorités dès le mois d'août ? Oui. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Je levai les yeux vers lui. Parce que si je l'avais fait, il aurait nié, il aurait tout effacé et il aurait recommencé. Ou bien parce que vous vouliez le détruire ? Le silence tomba dans la salle. Tous les regards étaient braqués sur moi. Je sentis mon cœur battre plus fort, mais ma voix resta ferme. Non, maître, je voulais l'arrêter. Il y a une différence. Vraiment ? Parce qu'à mes yeux, et peut-être aux yeux du jury, ce que vous avez fait ressemble fort à une vengeance préméditée. Vous l'avez surveillé pendant des mois, vous avez collecté des preuves, vous avez préparé un piège informatique sophistiqué. Ce n'est pas l'action d'une femme qui veut sauver son mari. C'est l'action d'une femme qui veut le punir. Je respirais profondément. Mes mains tremblaient légèrement, mais je les gardais posées fermement sur mes genoux. Maître Ferrand, mon mari a vendu des secrets industriels qui mettaient en danger 4 générations de travail et 170 emplois. Il a compromis des contrats avec des clients internationaux. Il a trahi la confiance de toute une filière. Oui, j'aurais pu intervenir plus tôt. Mais si je l'avais fait, il aurait continué. Parce que c'est ce qu'il faisait depuis des années. Continuer, mentir, cacher, recommencer. Je l'ai laissé aller jusqu'au bout pour que les preuves soient irréfutables, pour que personne ne puisse dire que j'avais inventé quoi que ce soit. Mais vous ne l'avez pas fait pour la justice, n'est-ce pas ? Vous l'avez fait parce que vous étiez blessé, humilié. Je soutins son regard sans ciller. Oui, j'étais blessé, oui, j'étais humilié, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'avais une responsabilité envers mon entreprise, mes employés et ma famille. Et si c'est ça que vous appelez de la vengeance, alors oui, je suis coupable. Maître Ferrand me fixa encore quelques secondes, puis se rassit lentement. Le président du tribunal me remercia et m'autorisa à regagner ma place dans la salle. Alors que je me levais, quelque chose d'inattendu se produisit. Théoden leva la tête et me regarda. Pas avec colère, pas avec ressentiment, avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Il hocha légèrement la tête comme pour dire « Tu as eu raison ». Et moi, malgré tout, malgré la douleur, malgré la trahison, je sentis mes yeux se remplir de larmes. Je sortis rapidement de la salle d'audience et me réfugiai dans les toilettes du tribunal. Là, seul devant le miroir, je laissai enfin les larmes couler. Pas pour lui, pas pour nous, mais pour tout ce qui aurait pu être et qui ne serait jamais. Le verdict tomba le lendemain. Théoden fut condamné à 8 ans de prison ferme avec confiscation des biens acquis frauduleusement. Lazare Vanneau écopa de 12 ans. L'affaire était close. Mais pour moi, rien n'était fini. 3 semaines après le procès, alors que je travaillais tard dans mon bureau, Henri m'appela. « Sibylle, Théoden a demandé un parloir. Il veut vous voir. » Mon cœur se serra. « Non, Henri, je vous ai dit que... » Il dit que c'est important, qu'il a quelque chose à vous donner. Je restai silencieuse un long moment. « Quoi ?» Il ne veut pas le dire au téléphone, mais il insiste pour que ce soit vous. Personne d'autre. Je fermai les yeux. Pourquoi ? Pourquoi maintenant, après tout ce qui s'était passé ? Pourquoi ne pouvait-il pas simplement disparaître de ma vie et me laisser reconstruire en paix ? Mais une partie de moi savait déjà que j'allais y aller. Parce qu'il y avait des questions sans réponse, des choses non dites, et que, malgré tout, j'avais besoin de clore ce chapitre définitivement. D'accord, organisez le parloir. 2 jours plus tard, je me retrouvais dans la salle des visites de la maison d'arrêt de Nantes. Une pièce froide, aux murs vert pâle,
avec des tables en formica séparées par des vitres en plexiglas. Théoden entra, vêtu de l'uniforme gris des détenus. Il avait encore maigri. Ses yeux, autrefois si brillants, étaient maintenant éteints, cernés de fatigue. Nous nous assîmes face à face, séparés par cette barrière transparente. Il décrocha le combiné téléphonique. Je fis de même. Merci d'être venu. Sa voix était rauque, cassée. Henri a dit que tu avais quelque chose à me donner. Il hocha la tête et sortit de sa poche une enveloppe pliée. Un gardien vint la chercher, l'inspecta, puis me la tendit à travers le passe-document. Je l'ouvris. À l'intérieur, des clés. Les clés de la maison de campagne de ses parents, en Dordogne. La propriété que j'avais toujours aimée, où nous avions passé nos premiers étés ensemble. Elle est à toi maintenant. J'ai signé les papiers avant le procès. C'est la seule chose que je possédais vraiment, celle qui ne venait pas de toi ou de ta famille. Et je veux que tu l'aies. Je fixai les clés dans ma paume. Pourquoi ? Parce que j'ai détruit beaucoup de choses, Sibylle. Mais je ne veux pas détruire tous nos souvenirs. Cette maison, c'était nous, avant que tout se gâte. Et je veux que tu te souviennes qu'il y a eu du bon, qu'on a été heureux, même si ça n'a pas duré. Les larmes me montèrent aux yeux malgré moi. Théoden, je sais ce que tu vas dire, que ce n'est pas suffisant, que ça n'efface rien, et tu as raison. Mais c'est tout ce que j'ai à t'offrir maintenant, un peu de notre passé, pour que tu puisses tourner la page. Je refermai ma main sur les clés. Est-ce que tu me détestes ? Il sourit tristement. Non, je me déteste, moi. Mais toi, je t'admire. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Et j'espère qu'un jour, quand je sortirai d'ici, je serai devenu l'homme que tu méritais depuis le début. Le silence tomba entre nous. Pas un silence pesant, mais un silence de fin, de clôture, de paix fragile. Adieu, Théoden. Adieu, Sibylle. Je raccrochai le combiné, me levai et sortis sans me retourner. Dehors, le soleil de mai brillait sur la Loire. Les bateaux de plaisance glissaient sur l'eau argentée. La vie continuait. Et moi aussi. Je montai dans ma voiture et roulai jusqu'à la maison en Dordogne. Cela faisait 3 ans que je n'y étais pas allé. Quand j'arrivai, le jardin était envahi par les ronces, les volets fermés, la fontaine asséchée. Mais c'était toujours là, notre refuge, notre secret. Je déverrouillai la porte et entrai. L'odeur de renfermé me saisit, mais aussi quelque chose de plus doux. Le parfum des livres anciens, du bois ciré, des étés perdus. Je montai à l'étage, ouvris la fenêtre de la chambre principale. La vue donnait sur les collines vallonnées, les vignobles dorés, le ciel infini. Et là, pour la première fois depuis des mois, je m'autorisais à pleurer. Pas de rage, pas de douleur, juste de soulagement, parce que c'était fini, parce que j'avais survécu, parce que j'étais libre. Mais qu'allais-je faire de cette liberté ? Reconstruire ? Pardonner ? Ou simplement apprendre à vivre avec les cicatrices ? Parce que la vraie question n'était pas de savoir si j'avais eu raison de piéger Théoden. C'était de savoir si j'allais pouvoir, un jour, lui pardonner, me pardonner, et continuer sans regarder en arrière. 5 mois passèrent. L'été céda la place à l'automne, puis à un nouvel hiver. Nantes se para à nouveau de ses lumières de Noël, le marché médiéval s'installa sur la place royale, et les Nantais reprirent leurs habitudes de chocolat chaud et de galettes bretonnes. Moi, je me reconstituais pièce par pièce, fragment par fragment, comme on restaure une mosaïque ancienne dont certains morceaux ont été perdus à jamais. J'avais passé l'été à restaurer la maison de Dordogne, pas seule bien sûr. J'avais engagé une petite équipe d'artisans locaux qui travaillaient avec cette patience tranquille propre aux gens du Sud-Ouest. Monsieur Dupuis, un menuisier à la retraite qui parlait peu mais travaillait magnifiquement, sculptait le bois avec une précision d'orfèvre. Léa, une jeune paysagiste aux mains couvertes de terre et au sourire lumineux, avait transformé le jardin abandonné en un océan de lavandes et de roses anciennes qui embaumait l'air jusqu'à la route. Et Margot, une décoratrice d'intérieur parisienne qui avait fui la capitale pour s'installer dans le Périgord, comprenait instinctivement mon besoin de préserver l'âme de la maison tout en la modernisant, de garder les souvenirs sans s'y enfermer. Chaque week-end, je quittais Nantes dès le vendredi soir et je descendais en Dordogne.
Je travaillais avec eux du matin jusqu'au coucher du soleil, peignais des murs aux couleurs douces, plantais des arbustes qui prendraient racine dans cette terre généreuse, nettoyais des greniers remplis de décennies d'objets oubliés. C'était physique, épuisant, et exactement ce dont j'avais besoin. Parce que reconstruire une maison, c'était aussi me reconstruire moi-même. Chaque coup de pinceau effaçait un peu de la douleur. Chaque plante mise en terre était une promesse d'avenir. Un samedi après-midi de septembre, alors que je réparais une vieille balancelle en bois sous le grand chêne du jardin, Margot vint s'asseoir à côté de moi avec 2 verres de limonade maison, fraîche et perlée de condensation. Elle portait un chapeau de paille élimé et ses cheveux châtains s'échappaient en mèches rebelles. « Sibylle, puis-je vous poser une question personnelle ?» Je levai les yeux vers elle en essuyant mes mains couvertes de sciure. Margot avait 32 ans, un sourire franc et cette capacité rare de dire les choses sans détour, sans craindre la réponse. « Allez-y !» Elle but une gorgée, hésita un instant, puis se lança. « Pourquoi faites-vous tout ça ? Cette maison, elle vous rappelle forcément des choses douloureuses, non ? Ce serait tellement plus simple de la vendre et de recommencer ailleurs, dans un lieu sans passé. » Je bus une gorgée de limonade, réfléchissant à ma réponse. Le sucre et le citron se mêlaient parfaitement, comme la douceur et l'amertume de mes souvenirs. Oui, elle me rappelle des choses douloureuses. Nos premiers étés ici, quand Théodène et moi étions encore capables de rire ensemble. Les promesses qu'on se faisait sous ce chêne. Les projets d'avenir qu'on échafaudait en buvant du vin sur la terrasse. Mais elle me rappelle aussi des choses belles, des moments de paix pure, des matins où je me réveillais heureuse. Et j'ai décidé que je ne laisserais pas les mauvais souvenirs effacer les bons. Cette maison a été le témoin de mon bonheur. Elle mérite une seconde chance, et moi aussi. Margot me regarda avec une émotion contenue dans ses yeux noisettes. « Vous êtes courageuse. » Je secouai la tête en souriant. « Non, je suis juste têtue. C'est différent. Le courage, c'est affronter ce qu'on craint. L'entêtement, c'est refuser d'abandonner ce qu'on aime. » Nous rîmes ensemble, et ce rire spontané, simple, me fit un bien fou. C'était la première fois depuis des mois que je riais sans arrière-pensée, sans que le rire soit teinté de cynisme ou de défense. En parallèle, je m'étais plongé corps et âme dans Kermadio Naval. L'entreprise avait souffert du scandale. C'était inévitable. Les journaux avaient fait leurs titres sensationnels pendant des semaines. Certains clients, principalement les plus conservateurs, avaient exprimé des inquiétudes sur la stabilité de la direction. Des concurrents allemands et norvégiens avaient tenté de profiter de la situation, proposant des contrats avec des conditions avantageuses pour nous voler des parts de marché. Mais je n'avais pas construit cet empire pour le laisser sombrer à cause d'un seul homme, aussi proche soit-il. J'avais organisé une grande réunion avec tous les employés en juillet, juste avant les congés d'été. 170 personnes réunies dans le hangar principal du chantier naval, ce gigantesque espace où résonnait le bruit des marteaux et des soudures. L'odeur de métal et de mer imprégnait l'air. Je m'étais levé devant eux, sans note, sans prompteur, juste moi face à ces hommes et ces femmes qui avaient mis leur confiance dans ma famille depuis des décennies. Je sais que les derniers mois ont été difficiles. Je sais que vous avez eu peur pour vos emplois, pour l'avenir de l'entreprise, pour vos familles. Vous avez entendu les rumeurs, lu les journaux, écouté les commentaires malveillants. Mais je veux que vous sachiez une chose. Kermadio Naval n'est pas Théodène Molévrier. Kermadio Naval n'est pas un homme. Kermadio Naval, c'est vous, c'est moi. C'est 4 générations de savoir-faire, d'innovation, de fierté. C'est 150 ans d'excellence maritime. Et je vous promets que tant que je serai en vie, que tant que j'aurai un souffle dans le corps, cette entreprise continuera, plus forte, plus transparente, plus juste. Les applaudissements avaient éclaté spontanément, d'abord timides, puis de plus en plus nourris, jusqu'à devenir assourdissants. Et dans leurs yeux, dans les regards de ces soudeurs, de ces ingénieurs, de ces comptables, de ces secrétaires, j'avais vu quelque chose qui m'avait profondément touché. De la confiance. Ils me faisaient confiance. Pas parce que j'étais parfaite, mais parce que j'étais honnête. Parce que j'étais restée. Les contrats revinrent progressivement, d'abord au compte-gouttes, puis en flux régulier.
Un armateur chinois signa un accord pour 5 cargos de nouvelle génération. Une compagnie norvégienne nous confia la modernisation écologique de sa flotte entière. Un consortium britannique nous demanda de concevoir des navires de recherche océanographique. En novembre, nous avions non seulement retrouvé notre rythme de croisière, mais nous avions même dépassé nos objectifs de l'année précédente. Mais il y avait quelque chose que je n'avais pas encore fait, quelque chose que je repoussais depuis des mois, de peur de ce que j'allais ressentir, de peur que cette démarche ne rouvre des blessures à peine cicatrisées. Un mardi matin de décembre, alors qu'une fine couche de givre recouvrait les pavés de Nantes, je pris ma voiture et me rendis à la maison d'arrêt. Pas pour voir Théoden, pour voir quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je devais affronter pour tourner définitivement la page. Lazare Vanneau. Le gardien à l'accueil me regarda avec une surprise non dissimulée quand je déclinai mon identité. Il vérifia 2 fois sur son écran d'ordinateur, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il lisait. « Vous êtes sûre, madame ? Cet homme. Il est dangereux. Vous n'êtes pas obligée de... Je sais qui est cet homme. Et je sais ce qu'il a fait. Organisez le parloir, s'il vous plaît. » 20 minutes plus tard, après avoir passé plusieurs portiques de sécurité et traversé des couloirs aux murs beiges et anonymes, j'étais assise face à Lazare dans cette salle des visites que je connaissais déjà trop bien. Il avait vieilli lui aussi. Ses cheveux gris étaient coupés courts, presque rasés, son regard autrefois perçant et calculateur était maintenant terne, résigné, comme celui d'un animal en cage qui a renoncé à s'échapper. Il décrocha le combiné téléphonique avec une lenteur délibérée. Je fis de même. « Madame de Kermadio, je ne m'attendais pas à votre visite. Vraiment pas. » Sa voix était rauque, probablement à force de ne plus parler qu'aux gardiens et aux autres détenus. Moi non plus. Il sourit faiblement, un sourire sans joie, presque fantomatique. « Vous êtes venu vous assurer que je purge ma peine? Vérifier que justice est faite? Non, je suis venu comprendre. » Il fronça les sourcils, visiblement déstabilisé. « Comprendre quoi? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez poussé Théoden jusqu'au bout? Vous saviez qu'il n'avait pas l'étoffe d'un criminel. Vous saviez qu'il allait craquer. Alors pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi nous? » Lazare s'adossa contre sa chaise métallique, croisant les bras sur sa poitrine. Il me fixa longuement avant de répondre, pesant chaque mot. « Parce que les hommes faibles sont les plus faciles à manipuler, madame. Votre mari avait une dette, oui. Mais surtout, il avait un ego démesurément fragile. Il voulait prouver qu'il était capable de quelque chose de grand, d'important, qu'il n'était pas juste le mari de Sibylle de Kermadio. Je lui ai offert cette illusion. Et il l'a saisie à 2 mains, comme un noyé s'accroche à une bouée trouée. Vous l'avez détruit. Non, il s'est détruit lui-même. Moi, je n'ai fait que lui donner les outils. La corde était déjà autour de son cou, bien avant que je n'arrive. Je serrai le combiné plus fort, sentant la colère monter. Et moi? Vous ne pensiez pas que j'allais réagir? Que j'allais me battre? Il me regarda avec une intensité nouvelle, presque admirative. Oh, je savais que vous alliez réagir, mais j'ai sous-estimé à quel point vous étiez. Redoutable. Le piège du Ledger, c'était brillant, vraiment brillant. Un coup de maître. Vous m'avez battu à mon propre jeu, avec mes propres armes. Je ne jouais pas, justement. C'est pour ça que vous avez gagné. Les gens qui jouent peuvent perdre. Les gens qui se battent pour leur survie ne perdent jamais vraiment. Le silence retomba entre nous, pesant, chargé de non-dits. Puis je posai la question qui me brûlait les lèvres depuis des mois, celle qui m'empêchait de dormir certaines nuits. « Est-ce que vous regrettez ?» Il réfléchit un long moment, regardant ses mains calleuses posées sur la table. « Regretter quoi? D'avoir essayé? Non? D'avoir échoué? Peut-être, mais surtout, je regrette de ne pas avoir compris plus tôt que certaines femmes ne sont pas des proies. Elles sont des chasseuses, et vous, madame de Kermadio, vous êtes une louve. » Je me levai, ajustant mon sac sur mon épaule. « Adieu, monsieur Vanneau. »« Madame de Kermadio ?» Je me retournai, la main sur la poignée de la porte. « Oui ? Votre mari vous aimait vraiment, vous savez. Il me l'a dit plusieurs fois, même quand la situation devenait critique. C'est pour ça qu'il a craqué si vite quand vous l'avez enfermé dehors. Parce qu'au fond de lui, dans ce qui lui restait de conscience, il savait qu'il ne méritait pas votre amour.
et ça le détruisait plus que n'importe quelle dette. Je ne répondis rien. Je raccrochai simplement le combiné et sortis, mes talons résonnant sur le sol en béton ciré du couloir. Le soir même, je retournai à la maison de Procès-Moncelet, la grande demeure familiale où tout avait commencé cette nuit de novembre qui semblait appartenir à une autre vie. J'avais pensé la vendre pendant des mois, imaginé la mettre sur le marché, tourner la page définitivement. Mais finalement, je ne l'avais pas fait. Parce que cette maison aussi méritait une seconde chance. Parce qu'elle contenait plus que mes souvenirs avec Théoden. Elle contenait 4 générations de ma famille. Je montai au bureau de mon père, cette pièce sacrée que je n'avais pas ouverte depuis sa mort 8 ans plus tôt. Tout était resté intact, figé dans le temps. Ses livres comptables reliés en cuir, ses photos de bateaux encadrées sur les murs, sa pipe en écume de mer dans le cendrier en bronze, son odeur de tabac blond et de papier ancien qui imprégnait encore l'air. Je m'assis dans son fauteuil en cuir craquelé, face à la fenêtre qui donnait sur le parc où j'avais joué enfant. Et je lui parlais, comme s'il était là, assis en face de moi, écoutant avec cette attention bienveillante qu'il avait toujours eue. « Papa, je crois que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai protégé l'entreprise, j'ai protégé notre nom, notre héritage. Mais j'ai aussi détruit un homme que j'ai aimé pendant 22 ans. Peut-être que tu aurais agi différemment. Peut-être que tu aurais trouvé un moyen de sauver à la fois l'entreprise et Théoden. Tu étais toujours si bon pour trouver des solutions quand je ne voyais que des impasses. Mais moi, je n'ai pas su. Ou peut-être que je n'ai pas voulu. Je ne sais plus très bien. » Le vent souffla doucement à travers les arbres dehors, faisant bruisser les feuilles mortes. Et dans ce silence habité, dans cette solitude peuplée de présences invisibles, je trouvais ma réponse. Mon père m'avait toujours dit, depuis que j'étais petite fille, « Dans la vie, Sibylle, tu ne peux pas sauver tout le monde. Parfois, il faut choisir. Et quand tu choisis, assume. Ne regrette jamais d'avoir protégé ce qui compte vraiment. J'avais choisi, j'avais protégé ce qui comptait, j'avais assumé. Et maintenant, je devais vivre avec ce choix, faire la paix avec mes décisions. » Le lendemain matin, je reçus une lettre de Théoden, la dernière. L'enveloppe portait le cachet de la maison d'arrêt et son écriture sur le papier fin me serra le cœur malgré moi. « Sibylle, dans quelques jours, je vais être transférée dans une autre prison, plus au sud, près de Toulouse. Je ne sais pas quand nous nous reverrons. Peut-être jamais. Peut-être que c'est mieux ainsi. Alors je voulais t'écrire une dernière fois pour te dire merci. Merci de m'avoir aimé quand j'étais encore aimable, quand j'étais encore l'homme que je croyais être. Merci de m'avoir arrêté quand je ne savais plus m'arrêter, quand je courais vers ma propre destruction. Et merci de m'avoir donné la maison de Dordogne. J'espère qu'elle te rendra heureuse, qu'elle te donnera la paix que je n'ai jamais su t'offrir. Je sais que je ne serai jamais pardonnée. Je ne le demande même pas. Mais je veux que tu saches que chaque jour ici, dans cette cellule de 3 mètres sur 4, je travaille à devenir un homme meilleur. Pas pour toi, pas pour nous, mais pour moi. Parce que je dois apprendre à me pardonner avant d'espérer que quiconque d'autre le fasse. Vis bien, Sibylle. Tu mérites tout le bonheur du monde. Tu mérites un amour qui soit à la hauteur de ta force, de ta loyauté, de ta beauté intérieure. Théoden. Je pliai la lettre lentement, avec soin, et la rangeai dans le tiroir de mon bureau. À côté des clés de Dordogne, à côté des photos jaunies de nos premiers étés, quand nous étions jeunes et insouciants, à côté de tout ce qui avait été et qui ne serait plus jamais. Et je me mis à écrire. Pas une réponse. Je ne lui devais plus rien. Mais quelque chose pour moi. Un journal. Pour raconter cette histoire, pour ne jamais oublier les leçons apprises dans la douleur, pour transmettre peut-être un jour à quelqu'un qui en aurait besoin, qui vivrait la même trahison, la même solitude. Parce que c'est ça, la vraie leçon, celle que j'ai payée au prix fort. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est une cage dorée. La famille sans vérité n'est qu'une façade qui s'effondre au premier coup de vent. Et la force ne vient pas de la capacité à encaisser les coups, à tout pardonner, à tout supporter. La force vient de la capacité à dire « stop » quand il le faut, même quand ça déchire le cœur. J'ai 50 ans, j'ai perdu un mari.
Mais j'ai retrouvé quelque chose de bien plus précieux, quelque chose que j'avais oublié au fil des années de compromis et de silence. Moi-même. La Sibylle que j'étais avant de devenir une épouse. La Sibylle que mon père avait élevée pour être une lionne, pas une brebis. Et c'est avec cette certitude ancrée au plus profond de mon être que je regarde l'avenir. Pas avec peur, pas avec amertume, pas même avec tristesse, mais avec une étrange sérénité, presque lumineuse. Parce que j'ai survécu à la tempête, parce que j'ai traversé l'enfer et j'en suis ressorti debout, et que maintenant, je sais naviguer seul, sans avoir besoin de personne pour tenir la barre à ma place. La Loire coule toujours devant ma fenêtre, immuable et pourtant toujours différente. Les bateaux continuent de partir vers l'océan et de revenir au port, chargés de marchandises et d'histoires. Les saisons se succèdent, indifférentes aux drames humains. La vie continue, avec cette obstination tranquille qui caractérise tout ce qui est vraiment vivant. Et moi aussi je continue, pas en oubliant, mais en transformant la douleur en sagesse, la trahison en vigilance, la solitude en liberté. Parce qu'au bout du compte, c'est peut-être ça, grandir, apprendre que personne ne viendra nous sauver, que nous sommes notre propre port, notre propre ancre, notre propre boussole, et que c'est exactement comme ça que ça doit être. Voilà, c'est mon histoire. Pas celle d'une héroïne, pas celle d'une victime non plus, juste celle d'une femme qui a dû choisir entre sombrer avec le navire ou couper les amarres. Et aujourd'hui, assise ici dans cette maison qui a vu mes larmes et ma renaissance, je me demande ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous ouvert la porte cette nuit-là? Auriez-vous pardonné? Ou auriez-vous, comme moi, décidé que votre dignité valait plus que n'importe quelle promesse de mariage? Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ont vécu des trahisons. Peut-être pas exactement comme la mienne, mais des trahisons quand même. Ces moments où quelqu'un en qui vous aviez confiance a détruit cette confiance sans hésiter. Ces nuits où vous vous êtes demandé si vous étiez folle de ressentir ce que vous ressentiez. Ces matins où vous vous êtes réveillé en vous demandant si vous auriez la force de continuer. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette douleur, que votre histoire compte, que votre voix mérite d'être entendue. Pendant des années, on m'a appris qu'une bonne épouse pardonne, qu'une femme forte encaisse, qu'il faut penser à la famille, à l'image, à ce que diront les autres, mais personne ne m'a jamais dit qu'il existe un moment où pardonner devient de la complicité, un moment où rester devient trahir ce que vous êtes vraiment. J'ai appris, à 50 ans, que le véritable amour ne demande jamais le sacrifice de votre estime de vous-même. Que si quelqu'un vous force à choisir entre lui et votre dignité, il a déjà fait son choix. Et vous devez faire le vôtre. Ce qui m'a sauvé, ce n'était pas la colère. La colère brûle vite et ne laisse que des cendres. Ce qui m'a sauvé, c'était la clarté. Cette capacité à voir enfin les choses telles qu'elles étaient vraiment, sans les filtres de l'espoir ou de la nostalgie. À regarder mon mariage, non pas comme je voulais qu'il soit, mais comme il était réellement devenu. Et cette clarté, aussi douloureuse soit-elle, était un cadeau, parce qu'elle m'a permis d'agir, de reprendre le contrôle, de redevenir l'architecte de ma propre vie au lieu d'être une simple spectatrice de ma propre destruction. Si je pouvais vous donner un conseil, tiré de cette épreuve qui m'a brisée avant de me reconstruire plus forte, ce serait celui-ci. Écoutez votre instinct. Cette petite voix intérieure que vous étouffez depuis des mois, des années peut-être, parce qu'elle dit des choses que vous ne voulez pas entendre. Cette voix qui murmure que quelque chose ne va pas, que vous méritez mieux, que ce n'est pas normal de vivre dans la peur ou dans le doute constant. Écoutez-la, parce que cette voix, c'est votre sagesse la plus profonde qui essaie de vous protéger, et l'ignorer ne la fera pas taire. Cela fera juste durer la souffrance. J'ai aussi appris qu'il n'y a pas de bon moment pour prendre une décision difficile. On attend toujours que les circonstances soient parfaites, que les enfants soient plus grands, que la situation financière soit meilleure, que l'autre change miraculeusement. Mais la vérité, c'est que si vous attendez le moment parfait, vous attendrez toujours. Parfois, il faut sauter sans filet. Parfois, il faut avoir le courage de dire « maintenant », même quand tout en vous crie «
pas encore. Parce que votre vie ne peut pas être mise sur pause indéfiniment en attendant que quelqu'un d'autre décide de vous respecter. Et oui, j'ai eu peur. Peur de la solitude, peur du jugement, peur de découvrir que peut-être j'avais tort, que peut-être j'étais trop dure, trop exigeante. Mais j'ai eu encore plus peur de me réveiller dans 10 ans et de réaliser que j'avais gaspillé une décennie de plus à espérer un changement qui ne viendrait jamais. J'ai eu plus peur de devenir une version amère et résignée de moi-même que de faire face à l'incertitude d'un nouveau départ. Et c'est cette peur-là, cette peur de me perdre complètement, qui m'a donné le courage de fermer cette porte. Alors je vous en prie, prenez un instant. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti en écoutant mon récit. Dites-moi si vous auriez fait le même choix que moi, ou si vous auriez trouvé un autre chemin. Racontez-moi d'où vous m'écoutez en ce moment, de quelle ville, de quel pays, de quel coin du monde. Parce que ces mots que vous laissez ici ne sont pas que des commentaires, ce sont des ponts, des liens invisibles entre nous toutes, entre nous tous, qui avons survécu à nos propres tempêtes. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, de la colère, de la tristesse, de l'espoir ou simplement la certitude que vous n'êtes pas seul, laissez un like à cette vidéo. Non pas pour moi, mais pour toutes celles qui viendront après vous, qui chercheront dans les ténèbres une lueur qui leur dira « Tu peux survivre à ça. D'autres l'ont fait avant toi. » Chaque like est une main tendue à une femme quelque part qui doute encore de sa propre force. Et si vous voulez continuer ce voyage avec moi, si vous voulez entendre d'autres histoires de résilience, de reconstruction, de ces moments où nous découvrons que nous sommes bien plus fortes que nous ne l'avions jamais imaginé, alors abonnez-vous à cette chaîne. Parce que j'ai encore tant à partager, tant de portes fermées, tant de choix impossibles, tant de levées de soleil après les nuits les plus sombres. Et je veux que vous soyez là pour chacune de ces histoires. Ce que j'aimerais aussi que vous compreniez, c'est qu'il n'existe pas de bonne façon de se reconstruire. Certaines d'entre vous choisiront de pardonner et de recommencer. D'autres, comme moi, choisiront de tourner la page complètement. Et les deux choix sont valables. Ce qui compte, ce n'est pas ce que font les autres, ce que dit la société, ce qu'attend votre famille. Ce qui compte, c'est ce qui vous permet de vous regarder dans le miroir chaque matin sans avoir honte. C'est ce qui vous rend votre paix intérieure. Votre chemin vous appartient. Personne d'autre ne peut le tracer à votre place. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que tout est parfait maintenant. Il y a encore des nuits où je me réveille en sursaut, où le doute m'assaille, où je me demande si j'aurais pu faire autrement. Il y a des moments de solitude qui pèsent lourd. Mais même dans ces moments-là, je ne regrette pas. Parce que j'ai choisi de me respecter. J'ai choisi de me protéger. Et c'est un choix que personne ne peut me retirer. Cette décision m'appartient entièrement, avec tout ce qu'elle comporte de douleur et de libération mêlée. Ce que cette épreuve m'a aussi enseigné, c'est l'importance de s'entourer de personnes qui nous voient vraiment. Pas celles qui nous jugent, pas celles qui ont toutes les solutions faciles à nos problèmes compliqués, mais celles qui nous écoutent sans nous interrompre, qui nous tiennent la main dans le silence, qui nous rappellent notre valeur quand nous l'avons oubliée. Si vous traversez une tempête en ce moment, trouvez ces personnes. Une seule suffit parfois, un ami véritable, une sœur, une voisine, quelqu'un qui vous dira « Je te crois, tu n'es pas folle, ce que tu ressens est légitime ». Et laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel. Votre âge n'a aucune importance. Que vous ayez 30 ans, 50 comme moi, ou 70, il n'est jamais trop tard pour reprendre votre vie en main. On nous fait croire qu'après un certain âge, il faut se résigner, accepter, faire avec. C'est faux, profondément faux. J'ai recommencé à 50 ans. J'ai reconstruit à 50 ans. Et si je peux le faire, vous le pouvez aussi. L'âge n'est pas une prison. C'est souvent, au contraire, le moment où nous avons enfin assez de sagesse pour savoir ce que nous ne voulons plus accepter. Vous savez, pendant longtemps, j'ai cru que parler de mes blessures était un signe de faiblesse, que montrer ma vulnérabilité me rendrait moins respectable. Mais j'ai appris quelque chose d'essentiel au fil de ces mois de reconstruction. Le vrai courage n'est pas dans le silence, il est dans la parole. Dans cette capacité à dire « voilà ce qui m'est arrivé »,
Voilà comment j'ai survécu, et voilà pourquoi je refuse de laisser cette douleur définir qui je suis. En partageant nos histoires, nous nous offrons mutuellement la permission d'exister pleinement, avec nos cicatrices et notre beauté intacte. Alors merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être là, de l'autre côté de cet écran, quelque part dans ce vaste monde. Merci de me rappeler que nos voix, quand elles se rejoignent, créent une symphonie plus puissante que n'importe quel silence. Écrivez-moi, partagez avec moi, restez avec moi. Parce qu'ensemble, nous sommes insubmersibles. Et c'est peut-être ça, finalement, la plus belle victoire. Découvrir que nous n'avons jamais été seuls, même dans nos moments les plus sombres.